Salut guys, bienvenue à un nouvel épisode du podcast de SportsAI. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous invite tout d'abord à vous abonner, ça nous aide à savoir qu'on fait du bon contenu. Je pense qu'on a du bon contenu parce que honnêtement, l'invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'ai hâte de découvrir, que j'ai croisé à quelques reprises, mais qu'honnêtement, je ne connais pas assez de son histoire, donc je me nourris de vous pour creuser un petit peu dans l'histoire de Esteban Landazabal Cuervo. Bienvenue dans les studios de NextAI. Comment ça va? Merci, super. Très content. 10 jours de congé entre deux saisons, donc content d'être là à la maison. Ouais, parce qu'au Mexique, vous avez, tu me l'as expliqué un petit peu, autour de Noël, il y a une entre-saison. On va rentrer un peu en détail là-dedans. Tout d'abord, comment ça va? Ça va, super. La vie est belle, en santé, la famille est là, donc tout est beau. Très content d'être là. Excellent. En tout cas, on est super content de t'avoir avec nous. Pour l'histoire, Esteban, on a échangé un petit peu la semaine passée. Il m'a dit qu'il venait à Montréal. Il n'a vraiment pas beaucoup de temps et il prend le temps de vous parler aujourd'hui. Donc, merci énormément. Alors, Esteban, dis-moi un petit peu, ça vraiment, je pars du grand néant. C'est quoi ton parcours? Tu es d'origine colombienne. Ouais. Tu es né à Montréal ou tu arrives à Montréal assez jeune? Comment ça se passe? Donc, je suis né en Colombie. Et je suis arrivé ici quand j'avais 12 ans. Et je suis venu avec ma mère, mon beau-père, mon frère. Et puis, j'ai grandi. Donc, mon enfance a été en Colombie et toute la suite, à partir de 12 ans, c'était à Montréal. Ouais. Donc, tu arrives à un âge qui est quand même assez… Tu comprends les choses, donc il y a quand même un choc au niveau de la température, j'imagine, au niveau de la langue. Comment tu vis ça? Ben, c'est sûr, c'est un gros changement pour toute ma famille. Moi, mon frère particulièrement, on ne parle pas français, on ne parle pas anglais, on parle que l'espagnol. Et puis on arrive dans une classe d'accueil où on apprend à parler le français. On arrive, on habite à l'île des Sœurs et on va à l'école à Verdun. Donc je vais à l'école à Monseigneur Richard et c'est là où je commence la classe d'accueil, j'apprends le français et puis c'est là quand tout commence dans ma vie ici. Est-ce que tu commences à jouer au foot quand tu arrives à Montréal? Tout de suite, ouais. Dès que j'arrive, j'ai joué pour l'équipe de Verdun, mais au début, c'était un peu récréatif. Puis là, ça a commencé à monter de niveau. Je joue aussi pour l'équipe de futsal de mon école secondaire, Monseigneur Richard. Plus tard, je deviendrai coach de cette équipe-là au futsal, puis c'était ma première expérience en tant que coach. Mais attends, pour l'histoire, je pense à cette époque-là, c'est pas vraiment du futsal dans les écoles secondaires, c'est le grand ballon jaune. Non, c'est du futsal. Ouais, c'est du futsal? Ouais, les mêmes règles que le futsal? Ouais, futsal. Okay. Ouais. Puis vers la fin, il y a les règles où les règles commencent un peu plus réelles, si tu compares ça à la FIFA, disons, avec le temps que tu as avant de rejouer et tout ça. Là, donc, ouais. Parce que j'ai l'impression que ça, c'est tout récent là, au Québec. Non, tu serais étonné, ça fait un bout là. Parce que pour l'histoire, moi, la première fois que j'ai joué au futsal, entre guillemets, c'était une ligue espagnole à Montréal. Les corners, c'était fait à la main. Ah non. Donc, c'était du vrai futsal. Ok. Ouais. Ok. Avec le pied. Ok, donc tu joues avec ton école secondaire et au civil, donc après Verdun. Ouais, donc j'ai joué avec Verdun. J'ai passé par plusieurs clubs. J'ai fait, en tant que joueur, j'ai fait Verdun. Ensuite, je suis allé à NDG. J'étais avec Notre-Dame-de-Grâce. J'ai joué avec Brossard. J'ai joué avec l'Assomption. C'est très loin, ça. C'est complètement à l'opposé. L'Assomption et Brossard. J'ai commencé à jouer, là dans le temps, la Ligue semi-pro venait de commencer. Et j'ai joué tout le temps, la plupart du temps, je jouais dans les équipes réserves de l'équipe semi-pro. Et j'ai joué dans l'équipe semi-pro la dernière saison qu'il y a eu une équipe à Brossard. J'ai joué dans cette équipe-là. Donc en tant que joueur, j'ai joué beaucoup au Québec. Et aussi, j'ai joué avec mon cégep. Je suis allé à Rosemont. Donc j'ai joué à Rosemont. Roldi. Ouais. Roldi m'a coaché. Ouais, ok. Voilà, exactement. C'était seulement une saison. Parce qu'après, je quitte le cégep parce que je commence mes études en tant que coach. Mais j'étais à Rosemont et j'ai aussi joué à l'école secondaire, Monseigneur Richard. Ouais. Donc après le cégep, qu'est-ce que tu fais comme étude, on va dire, pour… Est-ce que tu sais à ce moment-là, tu veux devenir coach de foot? Ouais, donc l'histoire, c'est que moi, j'étais joueur. Et tout rêve, la plupart du temps, le rêve de tous les jeunes, c'est d'être un joueur. Donc là, moi, je joue, j'ai du fun, j'ai ça en tête. Mais
quand j'ai gradué de l'école, Monseigneur Richard, Patrick Perrotte s'appelle le responsable du sport de l'école. Il me donne la chance de devenir coach de l'équipe juvénile. L'équipe juvénile, là, à ce moment-là, c'était l'équipe la plus vieille, puis moi, je venais tout juste de graduer. C'est l'équipe phare d'habitude d'une école secondaire. C'est ça, ouais. Et moi, donc, je suis devenu coach des anciens coéquipiers que j'avais. Donc, c'était un beau défi. Et je suis tombé en amour avec le métier de coacher. C'est sûr que j'avais que mon expérience de joueur et la passion, parce que je pense que la passion, c'est un des ingrédients le plus important. Et là, je commence à coacher. Et là je vais au cégep, mais je continue à coacher en même temps à cette école-là. Et là, je me rends compte que, tu sais, je me pose la question que beaucoup de jeunes se posent, c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Si jamais le foot ne fonctionne pas, ou qu'est-ce que je vais faire en général? Puis là, je me rends compte que c'est vraiment être coach de foot. Donc là, je commence à faire un peu mes recherches, où étudier, et comment arriver là. Et je vois une université en Angleterre, Greenwich. Ils ont un programme d'études universitaires. Puis à la fin, quand tu finis le programme, tu as un diplôme de coach, puis tu peux commencer, c'est top. Donc j'ai appliqué à l'université, j'ai dû passer beaucoup d'examens, beaucoup de choses, et j'ai été accepté à l'université. Donc un jour, je reçois une lettre qui dit que tu es approuvé à l'université, et le jour d'après, je reçois une lettre de la banque qui me dit que mon prêt avait été refusé, donc je n'ai pas pu aller. Wow, juste à cause de l'argent. Donc c'était dur, c'était difficile. Moi, je savais déjà que je ne voulais plus continuer au cégep, seulement à cause du fait que je voulais être coach, puis tu ne peux pas étudier ça ici au Québec, dans les cégeps. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, il y a une opportunité d'aller étudier en Espagne. Et là, c'est là où je m'en vais et je commence à faire mes licences en Espagne. Je reviens au Québec, puis là, c'est là comme tout. Ben attends, ça c'est quand même fou parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui... D'habitude, la norme au Québec, au Canada, c'est... Bon, les gens, ils vont soit faire un baccalauréat qui est quelque chose de proche du sport, que ce soit en éducation physique, ou même des kinés, des physios, des préparateurs physiques. Il y a des programmes qui se rapprochent à ça. Au management du sport, ça commence un petit peu à HEC en ce moment. Toi, déjà, tu sais que moi, je veux être coach. Tu veux être coach, donc tu cherches des universités à l'étranger. Ouais. Comment tu vas en Espagne? Je veux dire, je pense que tu es le premier du Québec que j'entends qui allait faire ça. Honnêtement, bravo déjà. Ouais. Et j'ai été avec quelqu'un d'autre du Québec, David Sauvry. Maintenant, il est... Qu'on vient d'avoir, tu me l'apprends. Oui. Donc, justement, je l'ai rencontré là-bas, je ne le connaissais pas. Lui, à ce moment-là, il était à Saint-Jean, sur Richelieu. Et il était avec l'équipe de Saint-Jean et il est allé faire sa licence là-bas. En Espagne, tu as deux chemins pour étudier tes licences de football, de soccer. Tu as le côté de la fédération, puis tu as le côté académique. Le côté de la fédération, c'est plus spécifique pour des anciens joueurs et c'est beaucoup plus difficile d'appliquer. Le côté académique est plus ouvert, mais les équivalents, c'est les mêmes. Fait que David et moi, on est allés en Espagne, puis là, c'est là quand on s'est rencontrés. Puis donc, quand je faisais mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une école qui donnait ce cours-là de coach. En fait, tu as 3 licences, tu as 3 grosses licences européennes au niveau de soccer. C'est la licence B, UEFA, la A UEFA et la Pro UEFA. Et au niveau académique, tu as des licences qui sont les équivalents. Puis dans le fond, je suis parti en Espagne, puis j'avais déjà fait des licences avec la Fédération canadienne, mais c'était les licences de base. Donc, DEP. Même avant ça. Avant ça, tu as des niveaux avant ça. Avant, c'était les niveaux 2, S2, S3, S7. Ouais, voilà, j'ai fait tout ça. Mais après aussi, l'affaire, c'est que quand tu appliques en Espagne, aussi, ils vont voir tes notes de l'école. Parce que, étant donné que ça... C'est une université. C'est à travers le niveau académique. Donc, j'ai appliqué, puis ça a fonctionné. Et puis, c'est là que j'ai fait ma première licence en Espagne. Et ça t'a pris combien de temps à avoir cette licence-là? On était très à peu près 5-6 semaines. Okay. C'était vraiment très vite, condensé. Ouais, c'était à tous les jours, non-stop. Et c'était une très belle expérience. On a visité plusieurs clubs quand on était là-bas, Real Madrid, Atlético Madrid, la sélection espagnole à ce moment-là, parce que là, on parle de 2018, si je ne me trompe pas. C'est la Coupe du Monde en Russie. Ouais. Et l'Espagne s'entraînait pour aller en Russie.
Et on les a vus en train de s'entraîner puis tout. Donc, pour des vraies, l'expérience était top. Et là, tu connais du monde, tu sors un peu du Québec, puis tu vois d'autres choses, le foot, comment ça fonctionne. Donc. Honnêtement, surtout l'Espagne, pour avoir vu pour la première fois récemment des matchs de Liga, c'est vraiment un autre niveau. Là. Ouais. Même culturellement, c'est une religion. Là. On va en parler au Mexique aussi, mais l'Espagne carbure à ça. Je veux dire, tout le monde est au courant, les moindres faits et gestes des joueurs, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Donc tu te retrouves là avec David Sauvry, qui est actuellement l'assistant coach du CF Montréal. Ouais. Donc le monde est vraiment petit et tu ne le connais pas à l'époque. Non, je ne le connaissais pas. Et les deux, vous venez de Montréal? Et les deux, on vient de Montréal. Vous ne vous connaissez pas et vous vous rencontrez à Madrid? Non, ouais. Quelle histoire. Ok. Tu reviens de l'Espagne? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Tu commences à coacher plus sérieusement ou... Ouais. Donc, en fait, comment ça a fonctionné, c'est que moi j'ai été... Avant d'aller en Espagne, j'avais déjà été admis aux écoles de soccer de l'Impact. Mais vraiment, les écoles de soccer, c'était purement récréatif. On allait dans des écoles secondaires, on faisait des cours de soccer. Il y avait des camps pendant l'été. Des camps de jour, c'est ça? Des camps de jour, où pendant l'été, tu avais des camps qui duraient beaucoup plus longtemps. Et là, je commence là. Mon but de rentrer à l'Impact, c'était justement de commencer avec les écoles de soccer, puis au fur et à mesure, grandir les échelons. Donc, lorsque je reviens de l'Espagne, j'applique pour rentrer à la pré-académie. Philippe Gadjevic. U14, ça, je pense. Même pas. Oh, non, c'est plus petit, parce qu'à l'époque, tu avais des U8. OK. Donc, moi, j'arrive, puis j'applique. Philippe Gadjevic, c'était le coordonnateur de la pré-académie. Puis là, je passe une entrevue avec lui. Et bon, je suis accepté. Bon, juste pour retourner, j'avais déjà fait une entrevue avec la pré-académie, mais je n'avais pas été accepté au début avec Philippe Gadjevic, qui d'ailleurs, je lui dis bonjour parce que je l'apprécie beaucoup. Et lorsque je suis retourné de l'Espagne, j'ai refait une entrevue et là, j'ai passé. C'était juste le fait d'être mieux préparé qui m'a aidé, dans le fond. Donc, je rentre à la pré-académie et là, je commençais en U8. J'étais l'entraîneur assistant de U8. Ça, c'était mon premier rôle plus sérieux que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Et à partir de là, je commence à gravir les échelons. Je commence à monter. Et là, je commence à coacher plus sérieusement. Là, je coach dans le club où j'ai coaché. J'ai coaché à Verdun. J'ai coaché à Brossard. J'ai coaché aussi à Blainville. Donc, j'ai été à Blainville pendant une saison, en U16 3A. Dans tout ce processus où moi, je veux vivre du foot. Puis, plusieurs coachs vont se reconnaître dans ce que je dis. Si tu veux vivre du foot à temps plein, c'est très difficile au Québec. C'est très difficile. Il faut que tu fasses plusieurs jobs en même temps. Il faut combiner soit des sports-études, des clubs, des régions aussi parfois pour que ta journée soit remplie en fait. Exact. Pour que tu puisses payer ton loyer, tu puisses payer tes choses. Fait que dans le fond, je faisais beaucoup de choses en même temps. J'étais dans une école, et je coachais dans un club et je faisais les écoles de soccer. Je faisais 3 choses en même temps. Et Philippe Lafroy, qui était le directeur de l'académie, il y a eu une année où il voulait avoir des assistants. Puis moi, imagine, là j'étais déjà devenu le coach U8, head coach U8. Head coach U8, donc c'était promotion. Une grosse promotion. Et là, Philippe Lafroy, moi je le connaissais parce qu'il était le directeur et tout ça. Puis là, il cherche des adjoints et ça tombe qu'il m'ait choisi comme son adjoint. Mais lui, il était l'entraîneur-chef de U23. Il était entraîneur-chef, je me souviens pas si c'était U19 ou U23. Mais je pense que c'était U19, U23, mais c'était une des 2 catégories. En tout cas, c'était l'équipe réserve, lui. C'était l'équipe réserve, c'était l'équipe réserve. Et là, je deviens assistant de Philippe. Et c'est là où... C'est une promotion, ça, quand même, passer des 8 à... Des 8 à... Ouais. Je pense que je me souviens plus, U19, U23. Mais là, je monte, et là, ça commence. Là, je me rends compte du haut niveau. Là, je me rends compte... en plus, j'ai toujours été un coach jeune. J'ai toujours coaché, puis les âges des joueurs que j'ai coachés sont loin, mais pas tant que ça. Fait que voilà. Là, c'est pas l'année où vous jouez en USL? C'est l'année où on joue. Non, c'est après. Et la USSDA finit et la MLS Next commence. Okay. C'était lors de cette première saison en MLS Next que j'ai coaché avec Philippe.
Et dans le fond, c'était une grosse période où j'ai fait tous les échelons de l'Impact. J'ai fait des U8 jusqu'à U23, j'ai passé par toutes les équipes. En même temps que je faisais assistant U23. Ouais. Bah, en tout cas, Philippe a le don de croire en des joueurs et en des entraîneurs. Ouais. Et il s'est rarement trompé. Pour l'avoir eu, c'est quelqu'un de très méticuleux, Oui. qui est dans le détail. Avant qu'il prenne une décision, il réfléchit bien. Donc honnêtement, je pense qu'il a vu quelque chose en toi. Et toi, ça t'a surpris à ce moment-là? Oui, moi ça m'a surpris parce que c'est toujours quelqu'un que j'ai toujours regardé avec beaucoup de respect. Et là, je le voyais loin là. Puis là, il me dit, bon, je veux que tu sois mon assistant, puis tu vas apprendre. Donc, j'ai été assistant de Philippe et en même temps, je faisais d'autres catégories, mais en tant que head coach. Donc, c'était top parce que j'apprenais de lui et j'appliquais en même temps dans d'autres catégories. Et là, maintenant, Philippe, on a une très bonne relation, on est des amis, mais je le considère toujours comme un mentor. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'apprends beaucoup, je l'appelle, je lui pose des questions, donc ouais. Il est top. Bah, on le salue d'ailleurs. Ouais. Philippe, je pense qu'il a marqué beaucoup de gens. Ouais. Au Québec, moi je croyais, en tout cas, en tant que joueur, il m'a fait poser de très très bonnes questions. Tu sais, c'est quelqu'un qui remet beaucoup les choses en question et qui permet aux joueurs de réfléchir énormément. Et je pense que ça a été la chose que j'ai le plus aimé, c'est qu'il en a vu des joueurs talentueux, mais même là, il arrive à nous stimuler. Tu dirais, c'est quoi ton plus grand apprentissage avec lui? Les petits détails. Les petits détails comptent. Chaque petit détail. Je me souviens un jour, pour l'anecdote, c'était la première semaine que je travaillais avec Philippe. Puis lui, il me donnait tout le temps la séance. Puis il me dit, va placer la séance sur le terrain. Fait que là, j'allais sur le terrain, puis je plaçais toutes les cônes, je plaçais tout. Mais il fallait que ce soit parfait. Au millimètre. Et j'étais déjà comme ça. J'étais déjà quelqu'un qui faisait beaucoup attention aux petits détails. Mais après avoir travaillé avec Philippe, c'était 10 fois plus. Et je me souviens une fois, il fallait faire un carré pour une possession. Puis c'était 20 x 20. Puis là, je fais 20 x 20. Puis il arrive sur le terrain, puis en marchant, il me dit, je pense que c'est 20 x 21, Esteban. Mais il n'est pas en train de mesurer, il me dit juste ça de loin là. Puis là, je dis, bah, je vais compter Philippe, ça fait 20 x 20. Bah, je vais compter, hein. Je te le dis. Il compte, puis ça fait 20 x 21. Puis juste ces petits détails-là, c'est quelque chose qui m'a dit non, chaque chose est importante, puis il faut faire attention. Donc ces petits détails de Philippe, très précis, j'ai beaucoup appris ça de lui. Ouais. Ben c'est, surtout à ce niveau-là, je pense que c'est ça qui fait la différence. Ouais. Tu sais, par exemple, tu as été au terrain Marie-Victorin, et je me souviens quand Jesse Moch il arrivait, et déjà là, moi je ne le connaissais pas. Et un des premiers matchs, parce que nous on s'entraînait soit après ou avant les pros, et Marie-Victorin, c'est un terrain FIFA. Il est très large, il est très grand. À Montréal, c'est un des plus grands terrains qu'on a. Et les bandes, là, les gradins sont très proches. Si elles sont à 2 mètres, on est chanceux. Et lui, il préparait un match. Et là, on voit, il fait une ligne, une autre ligne. Et il dit, ouais, parce que le terrain qu'on va jouer, c'est cette dimension-là. Et on doit travailler avec. Les gars, faites juste attention de ne pas vous rentrer dedans sur le mur. Donc, et tu vois, aujourd'hui, c'est un détail hein, qui peut paraître, tout à fait. Qui peut paraître minime, mais effectivement, c'est le genre mieux aussi. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, tu fais cette année-là avec la réserve et la pandémie arrive. La Covid arrive. Ouais. Le Covid arrive et là, c'était un moment difficile pour tout le monde. Et on arrête de s'entraîner, on fait des entraînements à distance avec les jeunes, tout ça. Et lorsqu'on revient de la pandémie, il y a des changements dans les structures. Philippe n'est plus là. Et puis là, à ce moment-là, c'était Patrick Lezuc qui devenait le directeur. Et là, Jason DiTullio est nommé l'entraîneur de l'équipe réserve. Et moi, je reste en tant que son adjoint. Donc, un autre mentor que j'ai eu, Jason DiTullio, pour de vrai, la grinta. Ça, c'est quelque chose que j'applique tout le temps dans ma vie. Maintenant, au Mexique, dans toutes les équipes où j'ai été, j'apprends ça. J'apprends ça à mes joueurs, la grinta au Mexique. J'explique c'est quoi. Et j'ai beaucoup appris avec Jason.
C'était des moments difficiles après, bien sûr, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Mais donc, Jason est l'entraîneur. Après, Jason monte avec l'équipe première. Il est promu avec l'équipe première. Fait que là, je reste en tant qu'adjoint, puis je fais un intérinat en tant que l'entraîneur en chef, mais pas trop long. Puis tu as Othman Ibrir qui arrive. Encore, top, incroyable, Othman. Je l'apprécie beaucoup. Puis là, donc, j'ai été adjoint de Philippe Lafroy, j'ai été adjoint de Jason Di Tullio, j'ai été adjoint de Othman Ibrir. En très peu de temps, tu as goûté à la crème de la crème du Québec. Hein? Tout à fait. Ouais. Donc, j'étais très chanceux. Et là, dans tout ce processus-là, j'apprends beaucoup. Puis je me souviens avec des belles expériences. Ouais. Non, honnêtement, pour avoir eu aussi Jason, je pense qu'il a marqué beaucoup de gens avec c'est un concept, c'est plus loin que ça, c'est une manière de vivre, c'est de donner son 110% dans toutes circonstances, à chaque moment de la vie. D'ailleurs, on salue la maman de Jason, Julia, que j'ai la chance de croiser parfois. Et tu sais, j'avais jamais croisé, pour la parenthèse, j'avais jamais croisé la maman de Jason, et pourtant il m'a coaché depuis que j'avais 13-14 ans. Mm-hmm. Et je l'ai rencontré en vacances il y a 2 ans là, en Floride. Mm-hmm. On était dans le même hôtel. Ah oui? Et on m'a dit, tu sais, ça c'est la maman de Jason. Je suis allé la voir et je lui ai dit comment j'avais connu son fils. Et un amour qui se dégage de cet être. Et là, tu comprends beaucoup de choses. En tout cas, vraiment, vraiment chapeau parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué, qui est parti très tôt. Et, mais tu sais, que ce soit la Grinta, des fois je vois, que ce soit Rocco ou que ce soit d'autres personnes qui ont tatoué la Grinta, c'est vraiment top. Donc tu dirais, j'allais te demander c'était qui tes mentors, mais là clairement tu viens de m'en nommer beaucoup. Mais... J'ai 3 mentors, puis je peux même te dire spécifiquement une chose que j'ai appris de chacun. Philippe, je te l'ai dit, c'est les petits détails. Jason, bien sûr, c'est la passion à cause de la Grinta. Mais lui, il m'a toujours donné un conseil. Il m'a donné plusieurs conseils que je garde. Mais un conseil que j'ai beaucoup aimé, c'est les joueurs ne doivent jamais penser ou se rendre compte que tu ne sais pas ce que tu fais. Si jamais tu ne sais pas ce que tu fais, invente. Mais il ne faut pas qu'ils se rendent compte. Ça, c'est une chose que Jason m'a dit. Puis ça, pour de vrai, je l'applique. Parce qu'on ne sait pas tout. Et Othman Ibrir, on n'a pas été longtemps, on a été 1 saison. Puis c'était pendant la pandémie, on n'a vraiment jamais rentré en compétition dans la ligue. Mais avec Othman, ce que j'ai appris, c'est la simplicité, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que des fois, les coachs, on se casse la tête pour faire des exercices, puis on fait des choses complexes qui s'éloignent des fois un peu de la réalité du jeu. Mais Othman faisait un jeu tellement simple, mais il sortait tellement des choses de cet exercice-là pour faire grandir le joueur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris. Ouais. Tu parles de ce que tu as appris. Et honnêtement, les gens, je suis vraiment désolé de souvent mentionner Wilfried, mais c'est juste quelqu'un qui m'a marqué beaucoup. Ouais. Il disait, le foot est simple. Tellement qu'il est simple, il devient compliqué. Tout à fait, oui. Et oui, parfois, il faut que les choses restent simples. Il faut que le foot reste le plus simple possible. Donc, est-ce que tu dirais, aujourd'hui, on ne l'a pas mentionné, mais tu es le head coach des U19 à Monterrey, un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand club du Mexique. Comment tu te retrouves là? Donc, on sait que tu as passé par l'académie, tu as eu les U15 aussi. Ça, c'est la partie qu'il ne faut pas oublier, les U15. C'était la série avant que je quitte le CF. Pour conclure cette étape avec le CF, là je dis le CF, avant c'était l'Impact, mais là c'est déjà rendu le CF. Lorsque Othman Ibrir quitte, là moi j'ai l'opportunité, Patrick Leduc, justement, il me donne l'opportunité de devenir head coach pour la première fois d'une équipe âgée à l'académie. C'est plus les 8 là. Non, maintenant c'est les U15. Et les U15 jouent en MLS Next. Donc là moi je commence et je fais 1 saison à moitié, parce que comme j'ai pris la place, à ce moment-là, il y avait Eduardo Cibrango qui était l'entraîneur. Après, j'arrive, je finis 1 saison, et après, je fais 1 saison complète. Lors de cette saison complète, qui est ma dernière saison au sein du CF, on marque l'histoire du club, carrément. On marque l'histoire du club parce qu'on devient la première équipe
dans l'histoire du club qui s'est rendu en finale de la MLS Next, peu importe la catégorie. C'était une belle saison, mais on n'est pas les favoris. C'est ce que j'allais dire, il me semble, ça part un petit peu sur les chapeaux de roue, c'est un peu compliqué au début, si je me souviens On bien. se qualifie, c'est une question des 2 points, là, je pense, entre être qualifié et être éliminé. Puis là, tu as beaucoup d'équipes qui se qualifient, puis nous, on est vraiment comme les derniers qui se sont qualifiés. Fait, on est un peu comme les underdogs. Puis ça, c'est les histoires qu'on aime. Les Leicester City, puis tu sais, les histoires comme ça. Ouais. Fait que là, on s'est rendu en play-off après une belle saison. Un groupe de joueurs exceptionnels. J'avais aussi mon assistant, Steven Weston, vraiment un des meilleurs coachs avec qui j'ai travaillé. Il est vraiment, vraiment top. Et on a grandi quelque chose de bon. Puis là, on se rend, puis au fur et à mesure, on commence à jouer les playoffs. Fait que là, en MLS Next, quand tu te rends au playoff, tout le monde se rend au même endroit. À ce moment-là, c'était à Dallas. Et là, on commence à jouer les matchs. Puis on commence à éliminer les équipes. Puis tout d'un coup, on est en finale. On joue contre New York Red Bulls, la finale, au stade de Dallas, au stade de l'équipe MLS. Et on avait joué contre Red Bulls cette même année-là. Et on avait perdu, je ne me souviens pas combien on avait perdu, mais je pense que c'était 6-0. Wow. C'était quelque chose de traumatisant, là, à un tel point que je ne me souviens pas. Là. En GA Cup, dans la coupe de Adidas Gen Cup, ouais. Fait que là, tu as la finale en U15, tu as une équipe qui avait déjà joué contre cette équipe-là, puis qui perd 5-6-0. Puis là, tu te rends en finale. Fait que là, je me souviens avec Steven, on s'est cassé la tête, on a changé le plan de match. On est à 2 minutes d'être champion, on gagne 1-0. Je me souviens. Puis New York, il marque 2 buts comme ça, puis on perd en finale. Donc voilà. Je pense qu'on a encore les images parce que c'était à une période où on commençait à travailler avec le CF, puis je suis pas mal sûr qu'on a encore les images, on va vous les mettre. Je me souviens qu'on avait analysé ce match-là, j'arrivais pas à y croire parce que ça va même pas en prolongation, si je me souviens bien. Non, ils égalisent, on s'en allait en prolongation et Red Bulls marque avant la fin. Crève-cœur. Crève-cœur, mais j'imagine quand même un exploit, tu l'as dit, bien évidemment, de se rendre en finale. Pour un club qui a commencé à avoir une académie en 2012. Oui. Donc, même pas 10 ans plus tard, de se rendre en finale, on va se dire les vraies choses. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même population que d'autres équipes. On est à peine même pas 40 millions au Canada. Au Québec, on est même pas à 8 millions. Donc, c'est quand même un bassin qui est plus bas, donc de pouvoir se rendre là. Tu dirais votre succès, il a été dû à quoi cette saison-là? C'était vraiment l'union de l'équipe. Je pense que les joueurs ont compris l'importance de se battre les uns pour les autres. On n'était pas l'équipe la plus talentueuse, mais on était une équipe très disciplinée tactiquement. Puis on savait ce qu'on devait faire. Puis les joueurs savaient qu'ils devaient se battre parce que dans ce processus-là, il y avait des matchs qu'on perdait, puis on faisait des remontées, puis on gagnait. Ça n'a pas été facile, là. Fait que je pense que c'était ça l'ingrédient. Dans la chaleur aussi, parce que Dallas, ça doit pas être... Souvent, c'est des matchs à tous les jours. Pour tout ce qui est play-off en MLS, la GA Cup, c'est peut-être une journée de congé dans la semaine, mais pas plus. Et à la fin de cette saison, tu quittes? Je quitte le CF, pour aller au Guatemala. Donc, je quitte le CF et j'ai rien à ce moment-là, mais j'avais en tête que je voulais quelque chose de nouveau. Donc, je quitte le CF. Et là, j'ai une opportunité qui arrive 2-3 mois plus tard, pour aller en première division au Guatemala en tant qu'assistant. Et aussi un rôle des directeurs de méthodologie du club. En équipe première? Ouais, en équipe première. Ouais. Donc, un premier saut chez les pros, ça te fait pas peur? Non, ça me fait pas peur. Je pense que c'est pas arrogant, mais je pense que je suis né pour ça. Ok. C'est Dieu m'a béni. Mourinho, si tu nous écoutes. Non, je pense que Dieu m'a béni avec le talent de pouvoir dans le coaching. Et non, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Puis c'était l'étape suivante naturelle que moi j'avais en tête. Donc j'arrive au Guatemala complètement différent. Complètement différent déjà parce que tu es dans une ambiance pro. Et aussi j'ai ce rôle des directeurs de méthodologie pour aider à bâtir un modèle de jeu dans cette équipe-là. Ça dure 3 mois l'aventure, c'est pas très long. Et la raison, c'est qu'on va jouer un match amical contre Monterrey
Rayados, avec cette équipe-là. Et Monterrey, comme tu l'as bien dit, c'est un des clubs les plus grands au Mexique, mais c'est aussi un des clubs les plus grands dans toute l'Amérique, compris Amérique du Nord, Sud, Centrale. En termes de ressources et tout, c'est un club avec beaucoup de moyens. C'est incroyable. Ouais. Le club avec lequel je peux le comparer facilement, c'est le Real Madrid, à ce point-là. Et j'exagère pas. Fait que là, le club, on va jouer contre eux et le club m'approche pour devenir le coach des U18. Et là, je pars au Mexique dans une nouvelle aventure, 3 mois plus tard. Ouais. C'est incroyable. Mais attends, parce qu'on a bien évidemment plein de questions sur Monterrey, on voulait parler un petit peu de ta méthodologie personnelle. Et là, vu que tu m'as ouvert la porte, c'est quoi la méthodologie personnelle de Esteban? C'est Catenaccio, on veut jouer comme Pep. Qu'est-ce qui t'anime tactiquement, techniquement? En ce moment, j'ai un coach. Si les gens veulent être plus visuels, c'est quoi le coach que j'admire le plus puis que je veux que mon modèle de jeu se ressemble le plus? C'est Roberto De Zerbi, qui est maintenant coach à Marseille. C'est un coach qui m'inspire beaucoup. Mon modèle de jeu, ma façon de jouer, c'est vraiment le high pressing. C'est vraiment la pression haute. J'aime beaucoup presser. J'aime le bloc haut, le plus haut possible. J'aime pas être bas et attendre et patienter. J'aime être très agressif. Quelque chose aussi que... Bon, je reparle de Jason, mais Jason, c'est quelque chose qui était très agressif. À la perte de balle, les transitions sont très importantes pour moi. Dès qu'on perd la balle, quelque chose que j'ai aussi beaucoup appris avec la Fédération canadienne, le hunt, on chasse. Ouais. Justement, avec le CF, dans cette dernière saison U15, c'était une des choses qui nous a beaucoup aidé parce que les joueurs avaient très bien compris que lorsqu'on perd la balle, on chasse. Puis on avait marqué beaucoup de buts en transition parce qu'on récupérait vite fait la balle et on attaquait vite. Puis ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans ma philosophie. Donc, j'aime le jeu agressif, j'aime presser haut, j'aime les transitions rapides. Que ce soit défensivement, j'aime récupérer le ballon le plus rapidement possible, ou offensivement, je veux contre-attaquer très vite. Donc moi, ce que je donne à mes joueurs, c'est deux priorités. La première, c'est si on peut, on a de l'espace, on a de la supériorité, on contre-attaque tout de suite. No-brainer. Si jamais on ne peut pas, là on conserve. On conserve pour attaquer, pas juste pour conserver. Et j'aime avoir le ballon, donc, mais je ne veux pas dire que je suis une équipe qui aime... Mes équipes ne font pas 10 000 passes avant d'aller au but. Là. Pas de possession passive. Ouais. J'aime, si en 5 passes, je peux me rendre au but adverse, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime ça. Donc, c'est pas mal ça le style de jeu que j'ai très, très ancré et que, justement, Monterrey, c'est un club qui a cette façon de penser. Donc, on a très bien connecté quand j'ai fait de l'entrevue, tout ça, parce que je peux appliquer ma méthodologie, ma façon, dans un club qui s'aligne vers le même chemin. Top. Et je pense que ça va parler à beaucoup d'entraîneurs qui nous suivent. Est-ce qu'il y a un schéma de jeu que tu préconises? Ces derniers temps, il y a beaucoup le 3-4-3, 3-4-2-1. Je sais qu'à l'académie du CF, vous jouez en 3-4-2-1, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères par rapport à un autre? Je veux rentrer un peu plus. Moi, j'ai grandi... tous les entraîneurs jouaient en 4-3-3. La seule variation, c'était 1 ou 2-6. Et c'était le Barça à l'époque qui jouait comme ça. Et tout le monde avait calqué ce modèle-là. Pourquoi est-ce qu'on est passé à 3 derrière? Est-ce que tu aimes jouer à 3 derrière? C'est une bonne question. C'est quand même intéressant parce que quand j'étais au CF, la formation était imposée. On devait jouer ligne de 3. On avait 2 variantes. Soit on pouvait jouer 1-3-4-3 ou soit on pouvait jouer les 1-3-4-2-1. Celui que tu as cité. C'était une des deux. Pourquoi? Parce que Wilfried jouait cette formation-là, puis c'était cohérent de travailler avec les jeunes avec cette formation dans le processus. Si jamais ils arrivaient en première équipe, jouer avec des pistons, c'est pas la même chose que jouer avec des latéraux. Ouais. Donc c'était plus simple. Pour les gens qui nous écoutent, Wilfried était entraîneur de l'équipe première à l'époque où tu allais U15. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai jamais eu l'opportunité de travailler avec lui, mais ça a toujours été quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, juste par sa façon de travailler. Quand j'étais coach de U15, je venais souvent lui poser des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu peux me donner un conseil? Donc, ça a été quelqu'un qui m'a aidé dans mon parcours, que j'admire beaucoup d'ailleurs. Mais au CF Montréal, c'était imposé la ligne de 3. J'arrive au Mexique
et au Mexique, c'est imposé, soit le 1-4-3-3 ou le 1-4-2-3-1. OK. Je ne peux pas jouer ligne de 3. Donc, moi, lorsque j'arriverai à coacher une équipe première, et si j'ai à choisir, moi, ces 4 formations, c'est mes formations. OK. Parce que je les connais bien, parce qu'à un moment donné, je n'ai pas eu le choix de jouer ces formations-là, fait que je connais qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est vraiment les 4 que j'aime. J'aime pas beaucoup, admettons, jouer 1-4-4-2. Ça, j'aime pas beaucoup. Mais ces 4 formations-là, pour moi, c'est mes préférées. C'est les formations que je trouve que selon le profil des joueurs, si le profil des joueurs est bon, je peux développer le mieux ma méthodologie. OK. Donc, c'est autour de ces 4 formations-là, je pense qu'on est quand même dans des formations très, très populaires. Ouais. Tu arrives au Mexique avec les U18, U19? C'était U18. OK. Et je fais une saison U18 et la saison d'après, je suis monté en U19. En fait, l'équipe a changé d'âge. Puis là, j'étais avec les U19. Ouais. C'est quoi les défis de travailler avec des U19? Bon, des U15, je pense qu'on est dans de la formation pure. Le résultat, oui, c'est bien, mais les joueurs ont encore du temps pour se former. Il y a encore beaucoup de différences, surtout physiques. Tu peux avoir quelqu'un de très frêle et tu peux avoir quelqu'un qui est déjà mature physiquement. Les U19 au Mexique, je pense que vous avez aussi une équipe réserve avant les pros. Les U23. Donc, U19, U23, l'équipe première. Donc là, c'est quoi l'objectif avec ce groupe d'âge? Est-ce que c'est de gagner? Est-ce que c'est de pousser au maximum les joueurs vers le U23? C'est quoi la dynamique? Mon opinion sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui m'appassionne beaucoup, le développement versus compétitionner, gagner, pour moi, ils sont liés. Puis il ne faut pas les dissocier. Même en U15. Même plus jeune que U15. Je pense que gagner, c'est important. Parce que quand tu joues avec tes amis, quand tu étais un enfant, là, puis tu allais jouer, jamais de la vie tu joues un match, puis tu ne comptais pas le score. Non, c'est sûr. C'est ça. Fait que le gagner, le vouloir gagner, c'est quelque chose qui te pousse à vouloir être meilleur. Donc, par conséquent, tu t'améliores dans ton développement parce que tu as ce sentiment de vouloir gagner. Fait que même chez les U8, là, quand j'avais les U8, on voulait gagner. C'est juste que tu ne mets pas autant de pression. Ça, c'est normal. Puis tu es plus dans des choses individuelles. Mais ça, c'est juste, je voulais le clarifier parce que pour moi, ils sont aussi importants. Mais attends, vu que tu ouvres la parenthèse, parce qu'on en a parlé en off, et là, je vous donne un contexte. Quand Esteban était avec les U15, avec l'équipe de Sportserai, on est allé à la GA Cup et on a vu une équipe de Monterrey qui avait des numéros assez élevés. Donc, pour vous expliquer, en fait, chez Sportserai, on utilise une intelligence artificielle qui reconnaît les numéros des maillots. Et on a l'habitude, en fait, de reconnaître des numéros entre 0 et 99. Sauf que l'équipe de Monterrey porte des numéros à 3 chiffres. Donc, à l'époque, je pense que c'était 321, 322. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait que les équipes au Mexique, parce que je pense que ce n'est pas juste Monterrey, ont des numéros aussi élevés? Donc, c'est toute la ligue, en fait. Moi non plus, je ne savais pas. Et c'était quelque chose qui m'intriguait. Et quand je suis arrivé, on m'a dit que la ligue, en fait, a une façon de fonctionner. C'est plus au niveau mental. En fait, plus le joueur est jeune, plus son chiffre, son numéro est loin des chiffres plus petits. Donc, tu sais, mettons des U13 ont des 400 quelques, 300 quelques. Et là, quand tu te rapproches plus de l'équipe première, ça commence à diminuer. C'est pour lui faire comprendre au joueur qu'il est très loin encore du rêve. Et si jamais, parce que tu sais, dans des catégories, même chez les U15, ça commence déjà à arriver, mais particulièrement, chez les U19, chez les U23, tu as des joueurs qui ne sont pas encore arrivés, mais ils ont la tête comme ça. Ouais. Puis c'est normal, ça fait partie de leur apprentissage, puis c'est notre rôle de leur faire comprendre que c'est pas encore fait, il faut être patient, il faut continuer, il faut travailler, il faut discipliner. Mais quand tu vois ton numéro, tu dis « Ah non, mais c'est vrai que je suis pas encore là. » Parce que le gars, je me crois un Ronaldo qui est 7, mais je suis 295. Fait que c'est quelque chose de quand même intéressant et maintenant que je suis là-bas, je partage cette idée, je l'aime bien. Ouais. Ça a un impact sur la psychologie. Oui. Même des fois, nous, les coachs, on le mentionne. Quand toi, regarde ton numéro. Ah ouais, hein? Ouais.
Donc un jeune qui a 16 ans ne va pas réclamer le numéro 10, ça n'existe voilà, pas. Justement. On ferme la parenthèse, je trouvais ça vraiment incroyable parce que je suis allé voir les entraîneurs, j'aurais dit s'il vous plaît, on peut analyser vos matchs mais il faut changer les numéros. Ils m'ont dit non, c'est impossible et je ne comprenais pas pourquoi, donc merci pour l'explication. Donc je suis d'accord avec toi parce que on ne doit pas dénaturer le jeu, je pense, on ne doit pas enlever cet esprit de compétition. Oui, on peut faire un sport pour s'amuser, mais si un jeune veut compétitionner, c'est quand même un bonbon, je pense qu'il faut pas enlever. Là où je pose la question, c'est si tu joues un match de championnat U19 où le classement n'a pas trop d'enjeux, est-ce que tu vas favoriser une prise de décision tactique qui va peut-être vous mettre un peu plus en péril, mais qui va être peut-être un apprentissage? Ou derrière, la mentalité, c'est de se dire, peu importe, on veut toujours gagner, et c'est ça qui va être notre ligne directrice. Là, tu parles de U19 particulièrement. Moi, je suis très chanceux, très chanceux d'être dans un club où les deux sont aussi importantes. C'est-à-dire qu'il y a un modèle de jeu. Le modèle de jeu est clair. Toutes les équipes doivent jouer le même modèle de jeu, des plus petits jusqu'à l'équipe première. Si jamais tu joues bien, mais tu ne gagnes pas, ils ne vont pas être satisfaits. Puis si jamais tu gagnes, puis tu ne joues pas bien, ils ne vont pas être satisfaits. Il faut que tu joues bien, il faut que tu gagnes. Pour les deux. Mais c'est bien, parce que ça te force à ne pas te relâcher. Fait que tu ne peux pas changer complètement ta façon de faire juste parce que tu es en train de perdre, mais il faut que tu trouves la façon de gagner avec le modèle de jeu et la méthodologie qui est déjà mise en place. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très formateur pour nous, les coachs, et bien entendu aussi pour les joueurs. Donc, c'est sûr que quand tu te rapproches de ces catégories-là, U19, U23, une particularité très bonne du Mexique, c'est que les horaires, en fait les calendriers plutôt, de U19 et U23, c'est des effets miroirs qu'on appelle là-bas au Mexique avec l'équipe première. On a le même calendrier, on joue les mêmes jours contre les mêmes équipes, parfois on voyage ensemble parce qu'on est dans les mêmes villes en même temps. Et ça fait en sorte que la compétition soit beaucoup plus élevée, plus sérieuse. Parce que les classements ils vont ensemble. Fait que là, tu peux comparer constamment comment va l'équipe première, comment va l'U23, comment va l'U19. Et gagner, c'est très important dans cet aspect-là. Ouais. C'est vraiment intéressant. Donc en fait, et ça va de l'équipe première jusqu'à où? U19. Et ces trois catégories-là, équipe première, U23 et U19, vont avoir le même calendrier, vous allez les suivre. C'est vraiment intéressant. Je pense que en tout cas, en tant que joueur, ça doit être vraiment intéressant de pouvoir suivre et calquer. Je connais d'autres pays qui l'ont fait quand j'étais allé au Maroc. L'équipe réserve et les pros suivaient le même calendrier. Donc, effectivement, ça crée même un sentiment d'appartenance et de se dire que, bon, je ne suis pas très loin, mais ça fait croire en fait à ce rêve-là de manière plus concrète, je pense. Donc, à part ce défi-là, d'avoir la manière de jouer, mais aussi d'avoir les résultats. Est-ce qu'il y a d'autres défis que tu as retrouvés au Mexique que tu t'es dit, là c'est un autre niveau? Tu as parlé de moyens qui étaient équivalents à ceux du Real Madrid. Est-ce que ça vient avec des nouvelles responsabilités? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que le club donne beaucoup. Là, je parle de Monterrey, le club. C'est un club qui a beaucoup de moyens. Donc, il donne beaucoup aux joueurs. Mais en donnant beaucoup aux joueurs, parfois, en fait, les joueurs, ils tombent dans une zone de confort. Ils ont tout. Rien leur manque. Nourriture, une maison, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et quand je dis nourriture, c'est les clubs les nourrissent déjeuner, dîner, souper. Tu sais, c'est vraiment clé en main. Ils ont juste à jouer. Ils ont juste à jouer. Ouais. Et quand ils sont jeunes, parce que parfois c'est que chez les pros, mais là on parle à partir des U15, c'est comme ça. Et les joueurs tombent parfois dans une zone de confort. Et on bataille beaucoup avec ça, avec cette mentalité de leur dire, tu sais, oui, tu as beaucoup, mais ça vient aussi avec des responsabilités, puis il faut que tu te bats. Des fois, l'esprit compétitif, on doit aller le chercher plus chez eux. Le Mexique, d'un point de vue général, bon, le niveau, c'est un niveau top. Pour de vrai, il y a des joueurs excellents, très très bons joueurs. La Ligue mexicaine, c'est tellement une bonne ligue que justement, tu ne retrouves pas beaucoup de Mexicains qui jouent à l'étranger. Ouais. Parce que pourquoi ils vont sortir de chez eux?
s'ils ont quelque chose de bien chez eux. Parfois, ça ne joue pas nécessairement à leur faveur, parce que l'équipe mexicaine, des fois, tu as beaucoup de joueurs qui jouent dans la Ligue mexicaine, ce qui n'est pas mauvais. Et là, tu vas affronter beaucoup d'autres pays qui, la plupart de ces joueurs jouent dans des sélections, dans des clubs en Europe. Et des fois, c'est difficile de compétitionner. Donc ça, c'est quelque chose de difficile, mais sinon, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Donc, tu penses un accès, tu m'as fait rappeler un entraîneur, est-ce que c'était de NBA ou d'université américaine qui disait que quand il recrutait un joueur, il se demandait, est-ce que, il a dit, are you hungry or you just want to eat? C'est bon ça. Et c'est pour avoir, maintenant que je l'ai vu avec mes yeux d'adulte à la qualification des U20 avec le Canada, où est-ce qu'on a joué des nations qui n'ont pas les mêmes normes en termes de formation, que ce soit, et sans leur manquer de respect, le Guatemala, le Salvador, le Panama. Tu vois un petit joueur de 1m50 qui te bouge un joueur de 1m80 parce que lui, il a vraiment envie de devenir pro. Je pense que cet aspect-là du foot, parce que le sport, on dit qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dans le sport, où il y a beaucoup d'argent, quoi que ce soit, mais au moins c'est fair. Les joueurs qui sont là méritent leur place parce que si tu n'es pas bon, ça va être visible aux yeux de tout le monde et il y aura quelqu'un qui va prendre ta place très rapidement. Donc je pense que je te rejoins dans ce niveau-là, puis c'est un petit peu, je pense, un défi pour vous de pouvoir les motiver ou de pouvoir les pousser à compétitionner, je pense. Ouais. De la faim, un peu comme tu l'as dit, d'avoir faim. Ça, c'est quelque chose dans le club où je suis. Tu sais, par exemple, on parlait de ressources, puis je t'en avais parlé. Quand j'étais au CF, Montréal, j'avais Steven, j'ai parlé de lui, c'était mon adjoint. Quand j'étais en U15, j'avais mon adjoint. On avait un entraîneur de gardien, mais l'entraîneur des gardiens, c'est un entraîneur pour toutes les équipes, un préparateur physique pour toutes les équipes. Et bon, tu as les thérapeutes, tu as tout ça, mais à Monterrey, j'ai 10 staff juste dans mon équipe U19. Tu as 10 staff avec les U23. Tu as, on va dire, 7 staff avec les U17 ou tu as 6 staff avec les 15. 10, c'est énorme. Ouais. C'est quoi les 10? Regarde, là, j'ai adjoint, entraîneur des gardiens, on a nutritionniste, on a… médecin? Hein? Vous avez un médecin? On a un médecin. On a un médecin juste pour l'équipe. Wow. Physiothérapeute juste pour l'équipe. On a un analyse vidéo juste pour l'équipe. Donc pas pour l'académie, mais que pour l'équipe. Bon, il y a l'entraîneur-chef. Le kit, je pense que tu m'avais dit. J'ai un kitman juste pour l'équipe. Comment on dit ça en français? Le gérant de l'équipement? Oui, le gérant de l'équipement, juste pour l'équipe. Responsable de l'équipement. Responsable de l'équipement. Puis je sais qu'il me manque 2 personnes. On a un psychologue. Juste pour l'équipe? Le psychologue, il touche 2 équipes. Donc il est avec les 23, avec les 19. Ah, lui, il a beaucoup de responsabilités. Ouais. mais non, mais je te dis que c'est pas mal. Ouais, ça fait 9 déjà. Ouais. Et il me manque sûrement quelqu'un. Mais on est beaucoup, ouais. C'est ok, oui, je pense pas qu'il y a beaucoup de clubs européens qui ont ça pour chaque catégorie. Non. Et ça, c'est l'équipe première, la réserve. Ah, l'équipe première en plus. Ouais, l'équipe première, je sais pas, ils ont combien de monde? Ouais, je sais pas, 15. Et bon, on a posé la question à David pendant l'enregistrement. Je pense que vous avez la particularité d'avoir vu quand même du bon niveau au Canada, aux États-Unis. Ces joueurs-là qui finissent en Liga MX, tiens, on va parler des tops là. Est-ce qu'on a quelque chose à leur envier en termes de talent? Si on compare ici, non. Non, la vérité, il y a beaucoup de talent ici. Au Québec, au Canada, il y a beaucoup de talent. Aussi, il faut dire qu'au Canada, tu as le privilège d'avoir beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs, puis qui deviennent canadiens. Mais aussi des gens qui sont nés ici. Peu importe, j'ai connu de très 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 bons joueurs. Je pense qu'étant donné que ce n'est pas un pays de foot à 100%, culturellement, tu n'as pas encore assez de ressources pour aider ces joueurs avec le talent. Je pense que la chose la plus importante, c'est justement le coaching. Je pense qu'il y a des bons coachs partout, dans les clubs, pas mal. Là, on parle de Québec. Là. Il y a des coachs bons, il y a des bons coachs dans tous les clubs, mais tu as aussi des coachs qui… C'est plus difficile, pas parce que
ils sont mauvais ou quelque chose comme ça, c'est juste parce qu'ils n'ont pas les ressources d'apprendre, d'étudier, parce que pourtant, j'en ai connu beaucoup qui veulent. Donc, je pense que ce côté-là de la formation des coachs, parce qu'en fin de compte, forme bien tes coachs et tu auras des bons joueurs formés. La France, c'est juste ça. Justement. Leurs éducateurs sont formés comme pas possible. Tout à fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque un peu plus au Canada. Ça évolue depuis que moi, j'ai commencé ma carrière en tant que coach. Ça fait 11-12 ans. Et maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Mais je pense qu'envier quelque chose, non. Je pense qu'au Canada, il y a beaucoup de ressources, de talents pour... regarde, l'équipe canadienne, là. Les joueurs, là, ils évoluent de plus en plus. Ils ont des bons résultats. La Coupe du Monde qu'ils ont faite. Tu as les Davies et compagnie. Là. Mais tu sais, ça, pour moi, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ce qu'on peut faire en Coupe du Monde, parce que c'est à chaque 4 ans. Ça prend du temps. Moi, ce que j'aimerais voir, on va dire, c'est la Liga MX, c'est pas juste une équipe. Tu sais, je veux dire, est-ce qu'un jour, on pourrait espérer qu'au Canada, on ait, on va dire, notre CPL, ou du moins qu'on se dissocie déjà de la MLS. Je pense que ça serait bien pour le développement du... Canadien. Exact, que nos meilleures équipes jouent chez nous. Tu sais, par exemple, tu sais, un autre pays, on va dire, émergent du foot, comme le Maroc, je parle de ce que je connais. Tu sais, pour eux, il faut quand même que les clubs pros chez eux performent. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est parce qu'on manque de talent? Est-ce que c'est parce qu'on manque de structure? Donc, ça revient souvent dans le débat. Donc, tu sais, je me demandais, donc, tu as mentionné les moyens. Je pense que les succès de l'équipe canadienne vont faire en sorte que peut-être il y aura plus de moyens dans ces clubs-là, parce qu'on est quand même un gros territoire. Je ne pense pas que tu voyages énormément. C'est quoi ton voyage le plus long au Mexique? Ah non, on voyage beaucoup là. C'est pas Montréal-Vancouver? Non, mais parfois... Quand tu voyages de Monterrey, le voyage le plus long, c'est Monterrey-Tijuana. Tijuana, c'est proche de San Diego, à la frontière, et Monterrey, c'est proche du Texas. Donc, Californie, Texas, ouais, c'est 2 heures, 3 heures? En avion, ouais. Mais c'est pas si long. Mais nous, par contre, on voyage beaucoup en bus. Oh, wow. On voyage beaucoup en bus. Fait que, par exemple, quand on fait Monterrey, Tijuana, ville de Mexique, non, Mexico City, la capitale, c'est 15 heures de bus. Wow. Fait que Tijuana et Juárez, c'est les seules villes où on voyage en avion, parce que c'est vraiment à l'opposé. Toutes les autres, c'est des voyages en bus. 15 heures, c'est beaucoup. Ouais. 15 heures, c'est beaucoup. Et ça fait partie du développement aussi. Ouais. Mais juste pour finir ça, moi je pense que la CPL grandit beaucoup. Puis c'est vraiment dans une bonne direction, la CPL. Je pense qu'il manque une équipe dans la Provence, ici au Québec, parce qu'ici il y a vraiment beaucoup de talent. Puis le CF Montréal, j'ai été au CF Montréal, ils ne peuvent pas tout avoir, c'est impossible, parce qu'en plus ils n'ont pas beaucoup de catégories d'âge à l'académie. Fait que je pense qu'une équipe au Québec, ça serait bien pour ça, même si le CF fait une très bonne job, un bon travail. Je pense que la CPL, c'est dans une bonne direction. Ouais. En tout cas, on le souhaite, peut-être une équipe peut-être dans la ville de Québec ou ailleurs dans le futur. Donc, on a parlé un petit peu de tes convictions. Une première année à Monterrey, je pense qu'ils se divisent en 2 saisons. Comme tu l'as expliqué à Noël, vous séparez la saison en 2. Donc, tu dirais, on a parlé des différences, c'est l'encadrement, c'est l'argent qui est mis, parce que clairement, le staff est complètement différent. Donc, toi qui débarques dans un environnement comme ça, c'est quoi les principes fondamentaux que tu as pu prendre, soit de Philippe, ou de Jason, ou d'Othman, ou d'autres, qui te guident dans ton cheminement, et comment tu navigues à travers tout ça dans un environnement qui est complètement différent de ce que tu as connu jusqu'à présent? Moi, je pense que la chose la plus importante, puis si je peux me permettre de donner un conseil aux coachs, aux jeunes coachs, d'un point de vue général, c'est très important d'avoir un modèle de jeu, d'avoir un projet sportif. Je vais aller au-delà. Donc, tu as ton projet sportif, c'est ta façon de fonctionner. C'est ta méthodologie, c'est ton modèle de jeu, oui, mais c'est aussi tes règles, ta discipline, ton fonctionnement, comment tu fais ta périodisation. Donc, tout ça, si tu as un genre de guide qui est bien bâti, tu peux aller n'importe où dans le monde, puis tu vas pouvoir bien travailler. Donc, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est par exemple, moi, j'ai mon document, un projet sportif que j'ai bâti depuis que j'ai commencé.
Là, j'ai 100 pages. Ce n'est pas la quantité nécessairement, c'est la qualité. Mais c'est un document qui ne finit jamais, qui s'améliore tout le temps, qui change un peu. Je pense que c'est la chose qui m'a aidé le plus. Justement, quand je suis allé au Guatemala, je devais faire ce document-là pour un club. Et j'ai mis beaucoup de mon document de mon projet sportif pour aider ce club-là. Et maintenant, c'est ce qui me guide le plus au Mexique, d'avoir une bonne ligne directrice avec des principes de jeu bien établis. La formation, ce n'est pas si important. On parlait tantôt des formations, des systèmes. Je pense que la chose la plus importante, c'est les principes de jeu, que ce soit des principes bien établis, clairs. Dans ma pédagogie, en tant que coach, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de faire comprendre les joueurs pourquoi ils font ce qu'on leur demande de faire. Je pense que c'est très simple pour un coach de dire à un joueur « fais ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu montes, peu importe ce que tu dis à un joueur, tu peux lui dire sans lui dire le pourquoi. Il va peut-être le faire, mais avec quelle conviction et quelle envie il va le faire s'il n'est pas convaincu. Avec quel grinta. Exact, ouais. Fait que tu dois… Moi, j'aime souvent partager ça. Moi, je pense que les coachs, on est des vendeurs. On est des vendeurs. Comme un vendeur d'auto, un vendeur de souliers, on est des vendeurs d'une idée. On vend une idée et les acheteurs, c'est les joueurs. Tu dois convaincre tes joueurs d'acheter le produit, de jouer à ta façon. T'as vu le film Wolf of Wall Street? Ouais. Le vrai personnage, il a sorti un livre. Jordan Belfort. Exact. Puis, Way of the Lion, non? Ouais, c'est The ça. Way of the Wolf, pardon. Ouais, c'est ça. The Way of the Wolf. Tu l'as lu? Oui. Je viens de le finir récemment. C'est vrai? C'est Way of the Wolf, puis c'est The Line. C'est une méthodologie qui s'appelle The Line. C'est genre être focusé sur ton objectif. Ouais. Tu peux un petit peu pivoter, mais toujours avoir le focus et pas laisser les distractions. Te dévier du chemin. Exactement. Mais lui, dans son livre, il parle de 3 piliers pour vendre. Le premier pilier, c'est l'entreprise. Le deuxième pilier, c'est le vendeur. Le troisième pilier, c'est le produit. Exactement. OK? Fait que si tu relis ça, ou si tu fais la comparaison avec un coach, l'entreprise, c'est le club. Si tu veux que ton joueur joue, il faut qu'il soit bien. Fait qu'il faut s'intéresser à que ton joueur soit bien avec le club. Maintenant, les agents, tu sais, des fois, ils veulent le changer de club, ils mélangent le joueur, tu sais, des aspects comme ça. Fait qu'il faut que le joueur soit bien avec le club. Il faut qu'il soit bien avec le coach, dans ce cas-là, nous. Puis, il faut qu'il aime le produit, il faut qu'il aime le modèle de jeu. Donc, quand ces 3 piliers pour vendre s'appliquent, puis dans le coaching, tu les as, la plupart du travail est déjà fait. Fait que ça, pour moi, j'ai su ces 3 piliers dans le coaching. Puis je répète, faire comprendre le joueur pourquoi il doit faire ce que tu lui demandes de faire. Si tu vends l'idée avec de la passion et le joueur l'achète, le joueur va tuer pour toi sur le terrain. Puis après, tu as juste à observer. Tu n'as pas à faire plus. C'est la première fois que je vois une allusion à The Three Tens. Ouais, je pensais ça, ouais. The Three Tens de Jordan Belfort. Honnêtement, je l'ai fini il y a même pas une semaine ou deux parce que je dois faire de la vente dans la vie. Oui, on fait tous de la vente. Et c'est vrai parce que c'est surtout moi la partie de croire en l'humain parce que le produit peut être incroyable, l'entreprise derrière peut être incroyable, mais si je connecte pas avec toi personnellement, et nombre de fois que ça m'est arrivé, des entraîneurs où le schéma de jeu est incroyable, le club derrière est organisé, tout est à sa place, mais cette connexion avec l'entraîneur, elle n'est pas là. Puis, donc, j'imagine, et c'est un aspect que je voulais aborder, l'aspect de connecter avec chacun de ces joueurs, pour toi, c'est important. Pour moi, c'est la chose la plus importante. Je pense qu'encore plus quand tu grandis les échelons, puis tu commences à coacher des catégories d'âge très proches de l'équipe première, et une fois aussi que tu es avec l'équipe première, je pense que plus que la tactique, plus que des choses techniques, de méthodologie, je pense que c'est la gestion d'un groupe et la gestion de l'être humain dans l'état pur individuel. Je pense que c'est la chose la plus importante. C'est de connecter avec ton joueur, mais pas parce que tu as envie de connecter avec lui, parce que si tu connectes avec lui, il va mieux jouer. Non, parce que tu t'intéresses vraiment. Tu veux l'aider. Puis si tu connectes avec la personne, moi je pense que les meilleurs coachs au monde, ce sont ceux qui comprennent la différence entre la personne et le joueur. Donc, la chose la plus importante, c'est la personne, à 100%.
comment vas-tu? À chaque matin, je dis à mes joueurs comment vas-tu? Moi, je fais beaucoup de rencontres individuelles. Beaucoup. À toutes les semaines, je rencontre mes joueurs. Des fois, on s'assoit, on n'a rien à se dire. On se regarde, puis on commence à parler d'un sujet que j'aurais jamais pensé parler avec mon joueur. Puis là, il se détend, il rit, tout ça. Juste apprendre à mieux connaître la personne, t'intéresser à elle. Parfois, j'aime beaucoup aider mes joueurs hors du terrain. C'est-à-dire, si jamais ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, je leur dis mon téléphone, il est 24 heures, tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit. Quand tu fais ça et tu connectes avec la personne, c'est une des choses qui me font aimer le plus ce métier. Après, le reste, fonctionne, arrive. Donc. À la fin, c'est un groupe d'êtres humains avant tout. Oui, tout à fait. Ouais. Vraiment intéressant. En tout cas, tu m'as fait penser à François Bourget qui est maintenant au Lorient FC, qui est aussi passé par le Québec. Et oui, je sais, ouais. J'ai pas eu la chance de l'avoir, mais j'ai entendu dire qu'il allait même jusqu'à demander à ses joueurs: est-ce que tu as une copine? Est-ce que c'est qui tes amis? Et il analysait tout pour comprendre l'être humain. Et en fait, il décortiquait ses joueurs. Donc c'est vraiment intéressant. Écoute, je pense qu'on pourrait continuer très très longtemps. Je voudrais finir avec une chose, et on est très reconnaissant de ton temps, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps à Montréal. On va te souhaiter une bonne deuxième partie de saison à Monterrey. Qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est quoi tes objectifs? Je sais que tu vises à devenir pro. Est-ce que c'est le plus rapidement possible? À toi de me dire. Ouais, je ne sais pas si c'est le plus rapidement possible. Je ne veux pas brûler les étapes. Mais mon but est clair, je vais être un coach professionnel. Et quand je dis je vais, c'est d'une façon pure de confiance, ce n'est pas arrogance. Je sens que j'ai les capacités, Dieu est là aussi pour m'aider, pour me guider. Mais mon rêve est clair, c'est d'avoir une longue carrière remplie de succès, voyager partout dans le monde, connaître des nouvelles cultures, travailler dans plusieurs pays. C'est quelque chose qui m'appassionne beaucoup. Puis vivre de mon métier au plus haut niveau possible, en ayant le plus de succès, ça c'est mon but ultime. Ouais. Plus en club ou en équipe nationale? Je pense, avec le club, avec un club, je me sens plus à l'aise parce que j'aime beaucoup justement, tantôt on parlait de l'être humain et tout ça, c'est beaucoup plus simple quand tu as les joueurs à tous les jours. Mais éventuellement, une fois que j'aurai fait une carrière assez longue dans un club, dans les clubs, la sélection nationale, c'est sûr que ce serait une expérience incroyable. Ouais. Mexique, Colombie? Je sais pas, Canada, Colombie, je sais pas, j'ai pas ça. Bon, écoute, on pose toujours ces deux dernières questions. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, que ce soit à des jeunes entraîneurs pour qui ton parcours pourrait être inspirant, ou même à des jeunes joueurs qui rêvent d'atteindre ces niveaux-là que tu coaches maintenant? Moi, je pense qu'il faut vraiment être prêt à faire des sacrifices. Il faut avoir un but, il faut le suivre, il faut bien s'entourer. Il faut avoir des gens autour de toi. Moi, dans ma carrière particulièrement, ma famille m'a énormément aidé. Ma mère m'a beaucoup aidé. Qu'on salue d'ailleurs. Oui. Madame Coelho. Oui, elle est vraiment une des personnes qui a toujours cru en moi puis qui m'a poussé. D'être bien entouré aussi. Mes amis, j'ai des très bons amis. Pas beaucoup, je peux les compter avec les doigts d'une main, mais parce que je parle des vrais amis. On connaît beaucoup de monde, mais bien s'entourer. Et ma copine aussi, qui m'aide, me supporte énormément. Fait que dans le fond, ce que je veux dire avec ça, c'est bien s'entourer, avoir un but clair, être prêt à faire des sacrifices, s'éloigner des mauvaises choses. Ça, c'est la chose la plus importante. Croire et comprendre que le chemin n'est pas nécessairement linéaire, mais tu vas avoir des fois des moments difficiles dans la vie. Mais si tu le veux vraiment, tu vas réussir, peu importe ce qui arrive. C'est comme la bourse, des montées, des descentes, mais au long terme, on arrive toujours à Tout à fait. avoir les bénéfices. C'est ce que je pense, ouais. Et une dernière question, un petit peu hors du contexte sérieux, disons. Si tu pouvais changer une règle dans le foot, ce serait quoi? La fameuse règle que j'ai entendue de David Sauvry, un time-out. Time-out? Si je pouvais changer une règle… Moi, je changerais vos numéros déjà de 300 quelques au Mexique. Maintenant que tu as su le pourquoi, je pense pas que tu veux le changer. C'est juste parce que je sais que pour nous, c'est difficile à détecter les grands nombres, mais j'aime bien le concept.
j'aime bien le concept parce que tu sais, je me souviens à 12-13 ans, tu dis ouais, je veux le 10, ouais, t'as rien fait encore. Ouais. Donc ça, je suis d'accord, mais tu sais, un exemple qui pourrait évoluer dans les prochains mois, c'est par exemple le VAR. Ouais. On parle de peut-être, ils l'ont testé à la Coupe du Monde féminine, je pense, U17 ou U20, qui s'est passé récemment, où les entraîneurs peuvent indiquer à l'arbitre quand aller voir la vidéo. Donc il n'y a pas de VAR, mais c'est les entraîneurs quand ils ont un doute. C'est ce type de règle-là. Est-ce que on enlève les cartons rouges, c'est des joueurs qui disparaissent pendant 5-10 minutes, ce genre de choses en fait. Je pense que le foot est bien fait. C'est une réponse le hors-jeu, plate. est-ce qu'on peut le revoir? Des fois, c'est 1 millimètre. Ouais. Je sais pas. Moi, je pense que le VAR aide beaucoup là. Au Mexique, j'ai dû jouer des matchs avec le VAR, même en U19. Puis je pense que ça aide beaucoup quand c'est de ton côté. Puis si c'est contre toi, bah tu sais, c'est juste la justice. Ouais. Fait que tu peux rien faire. J'ai pas une règle que j'aimerais changer. Moi, ma règle, c'est vraiment le stop clock. Il y a trop de temps qui se perd au foot. C'est pas normal qu'on arrive avec 10-12 minutes de temps ajouté. Et sur une mi-temps, on parle du tiers. Ouais. À la Coupe du Monde, c'était incroyable. Non, stop clock est un petit peu comme le futsal. Bon, peut-être pas 4 secondes pour jouer les rentrées en touche, mais 10 secondes. Ouais. Tu sais, c'est comme la règle du 6 secondes. Je l'ai vu appliquer en NCAA la semaine passée. C'était la première fois que j'ai vu un arbitre d'un niveau sérieux siffler parce que le gardien avait le ballon dans ses mains plus que 6 secondes, coup franc indirect. Mais je trouve qu'on abuse des fois et on tue le momentum d'une équipe. Donc, moi, j'aimerais bien le stop clock. J'aime bien ça, je vais le prendre. Ouais, 30 minutes. 30 minutes. Ouais, parce que si t'as 10 secondes pour les rentrer en jeu, pour les pros. Le ballon, il est là. Donc, à la fin, ça va être un peu équivalent. Mais si le temps s'arrête quand le ballon sort puis ça recommence et tu joues 90 minutes pile, ou comme au hockey par exemple, je pense que ce serait bien. Top. Changement illimité ou sans arrêt de jeu. Faire rentrer encore un joueur qui est déjà sorti. Non, mais mon préparateur physique va me tuer. Non, moi personnellement, en tant que joueur, si je sors, ne me parle plus de rentrer. Mais tu sais, au moins de dire... Tu sais, un changement, ça tue le momentum aussi. Ouais. Il y en a qui le laissent à la fin. Là, tu as un joueur, le pauvre, il rentre 2 secondes à la fin du match. Il sait pertinemment qu'il est là que pour faire perdre le temps. Je sais quoi. Et je viens de me rappeler d'une chose que quand j'étais petit, je regardais puis j'aimais beaucoup. Et c'est disparu, le golden goal, le but en heure. Ah ouais, ça... Ça, je trouve, tu sais, tu joues, le premier qui marque gagne. Comme quand tu es tout petit, là, puis celui qui perd, il rentre avec le ballon. Ça, moi, je pense qu'il y a une règle qui mettrait beaucoup plus d'intensité, je pense. Et les pénaltys du milieu de terrain, non? Non, pas ça. Non. Moi, je pense que c'est bien comme ça. Ça existe en MLS pour les gens qui nous regardent, qui n'ont jamais vu, ça existe en MLS. Bon, en tout cas, Esteban, merci beaucoup. Merci, Tariq. C'est vraiment un plaisir de t'avoir dans ce court laps de temps que tu es à Montréal. N'hésitez pas à vous abonner. C'est grâce à vous en fait qu'on arrive à avoir des invités comme Esteban. Il est super chouette, il donne de son temps. Et c'est en fait à travers vous qui nous posez des questions. On en reçoit beaucoup. En tout cas, je suis sûr que tu en as inspiré beaucoup. Merci énormément et à très bientôt. Bon succès à Montagnard. Merci Tariq. Merci beaucoup. Merci.